Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format destination. C'est notre 114e émission et c'est la 22e destination que l'on va traiter. Et j'ai le plaisir de partager cette capsule avec toi Marjorie. Salut Marjorie. Bonjour Charlie. Alors tout à l'heure, il y a Kelly qui va nous rejoindre pour le point histoire dans quelques instants. Mais on va faire l'introduction sans toi Kelly. Pour l'instant, nous t'attendons et nous pensons fort à toi. Alors aujourd'hui pour la destination, on part du côté de Fukuoka, la capitale de Kyushu, la grande île au sud du Japon. Alors on lui consacre aujourd'hui un épisode entier pour vous présenter comme d'habitude ses atouts dans un voyage au Japon. On pourrait parler déjà en introduction du fait que ce soit la porte d'entrée très pratique sur l'île de Kyushu. C'est aussi la région voire préfecture qui abrite plein de petites destinations touristiques autres et très intéressantes entre la mer et les montagnes. Ça c'est à découvrir du coup loin de la foule des touristes des grandes destinations du Japon. On va vous donner d'autres chiffres qui vont vous illustrer le fait qu'il y a quand même beaucoup moins de touristes là-bas, même si c'est une région assez dynamique. Ça reste quand même très sympa pour s'éloigner un peu des grosses foules et des photos Instagram où on voit beaucoup de gens dessus. C'est ça, pour sortir du surtourisme, Fukuoka est une bonne destination. Il y a aussi la gastronomie et l'art de vivre qui va être très agréable là-bas dans le sud, puisqu'on a une ambiance plus méridionale, plus tranquille, et c'est aussi un ancien port tourné vers les échanges avec la Corée, la Chine et toute l'Asie continentale, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui vont se mixer, et que ce soit en termes de tourisme, en termes de culture, en termes d'accès aussi, parce qu'il y en a qui vont aller à Fukuoka plus facilement, peut-être si on fait un voyage en le mélangeant avec la Corée, etc. Oui, on le verra dans notre partie 3, mais c'est une ville qui est à la fois japonaise parce qu'elle est très ancienne au niveau de son histoire, on le verra avec Kelly tout à l'heure, mais c'est aussi... elle est vraiment orientée vers l'Asie, c'est un peu comme l'archipel d'Okinawa, on est sur un Japon du sud qui en fait est aussi très tourné à l'international et en particulier sur l'Asie qui est juste en face géographiquement de Fukuoka. Et d'ailleurs, en termes de tourisme, les chiffres de fréquentation, tu nous en as répertorié quelques-uns, Marjorie, selon l'office de tourisme de la ville de Fukuoka et du bureau du tourisme de Kyushu. Donc le nombre de visiteurs étrangers à Kyushu a atteint 2,93 millions de visiteurs au premier semestre 2025, donc ça c'est des chiffres assez récents, et c'est en majorité des touristes sud-coréens qui sont comptabilisés ici. Oui, du fait de la proximité avec la Corée du Sud, c'est sûr. Autre chiffre du coup, on a eu un peu plus de 4,1 millions de touristes qui ont visité la préfecture de Fukuoka en 2024, donc on peut estimer que quasiment 100% de ces touristes-là ont visité la ville de Fukuoka. Et donc ça c'était en 2024. En 2024, l'île de Kyushu avait enregistré un record de visite à 4 260 000 visiteurs étrangers. Et pour comparaison, parce que c'était pour vous montrer un peu qu'on n'est pas dans des situations de surtourisme, pour comparaison en fait, à Kyoto, on a eu 10,88 millions de visiteurs étrangers en 2024. Donc juste la ville, et alors que l'île de Kyushu, elle avait fait un peu plus de 4,2 millions de visiteurs. Donc c'est pour vous montrer un peu les différences de chiffres. On reste sur une île et une ville qui est dynamique au niveau du tourisme ces dernières années, qui a dépassé ces chiffres pré-Covid, donc qui bénéficie aussi de la manne touristique qui est vraiment en accroissement chaque mois, comme on le dit dans les podcasts mensuels sur le voyage. Mais après, on reste sur des chiffres qui sont quand même bien en deçà des gros pôles touristiques. C'est pour ça que ça reste une destination intéressante, parce que vous avez tout le côté pratique, vu qu'elle est facile d'accès, et vous avez encore une atmosphère vraiment locale, qui est pas du tout vitrine, qui est vraiment comment les habitants de Fukuoka vivent à l'année. Oui, tu disais que c'était facile d'accès, puisque on y reviendra, mais par exemple le train d'Osaka, ça met 2h, 2h20, donc c'est assez rapide au final, et de Tokyo, ça doit être 5 heures à peu près, en train. Oui, en Shinkansen. En plus, Fukuoka est accessible en Shinkansen, mais on le verra tout à l'heure. Alors on va essayer de répondre tous ensemble à la question de pourquoi aller à Fukuoka lors d'un voyage au Japon. Et au sommaire du podcast, on va d'abord présenter Fukuoka en première partie, puis on verra les tops des meilleures visites et des activités à faire à Fukuoka en seconde partie, et on terminera avec comment inclure Fukuoka dans son séjour au Japon. Et c'est là où tu nous disais qu'on parlerait peut-être aussi pour une fois un peu de la Corée. Oui, on va peut-être un peu sortir du Japon. Oui.
Et on entame avec notre première partie, et dans cette partie-là, on va aborder les thématiques de la géographie et de l'histoire comme d'habitude. Et donc je vous laisse la main puisqu'on a la chance d'avoir Kelly qui vient de nous rejoindre. Donc à toi peut-être Marjorie déjà pour la géographie. Oui, merci Charlie. Donc je vais attaquer cette partie. Donc Fukuoka est une ville portuaire qui est située dans la préfecture éponyme au nord de l'île de Kyushu et elle forme avec Kita-Kyushu qui est l'autre grande ville voisine un peu plus loin, une métropole urbaine où va se concentrer le réseau de transport et aussi beaucoup d'activités industrielles. Donc quand vous arrivez par le Shinkansen jusqu'à Fukuoka, vous verrez un paysage parfois un peu industriel sur la côte et aussi beaucoup d'allers-retours entre Kita-Kyushu et Fukuoka de la part des habitants en général quand ils font la navette entre les deux pour travailler ou pour aller se détendre parce qu'il y a aussi des loisirs à faire dans cette ville. Donc la ville portuaire, elle donne sur la baie qu'on appelle la baie de Hakata, qui elle-même en fait donne sur la mer du Japon et précisément sur la mer de Genkai, qui est en fait la portion à l'extrémité sud-ouest de la mer du Japon. Donc juste après, on aura tout ce qui est la Corée du Sud et Taïwan et on basculera vers la mer de Chine orientale. Donc le littoral de Fukuoka fait ainsi face à la Corée du Sud et particulièrement à la ville de Busan qui est aussi une destination touristique au niveau coréen. Donc il y a beaucoup d'échanges qui vont s'effectuer entre les deux et que Kelly reparlera aussi d'un point de vue historique. Donc la baie, elle héberge quelques îles dont la plus connue est Nokonoshima. C'est une sorte de sortie verte que les habitants vont faire du printemps à l'automne parce qu'on a des champs de fleurs sur cette île, donc c'est assez joli. Il y a des champs de cosmo, il y a des champs de tournesol, donc on est assez près de la ville mais quand même dans la mer et finalement ça fait une bonne bouffée d'air frais. Et une partie de la ville est construite sur les terres gagnées sur la mer. Donc tout ce qui est activité portuaire voilà, le long du littoral, on est quand même aussi sur des îles artificielles, comme un peu la baie d'Osaka, en plus petit. Donc en plus petit, puisque la ville elle est de taille moyenne, donc pour une capitale de préfecture, on reste quand même dans une ville, on va dire, de province, mais elle affiche une population plutôt jeune et dynamique, qui pourrait augmenter ces prochaines années, c'est les prévisions, à l'inverse de ce qu'on peut observer dans tout le reste du Japon quasiment. Mais c'est comme un peu voilà la capitale tokyoïte et ses alentours. Fukuoka est vraiment assez dynamique, il y a beaucoup de familles qui viennent s'installer avec des jeunes enfants parce que c'est une ville qui est agréable à vivre. Enfin voilà, la taille humaine fait qu'elle est vraiment très sympa à vivre. Et elle a ces dernières années une population d'environ 1,6 million d'habitants pour la ville en elle-même. La préfecture, on est sur un peu plus grand évidemment. Donc quand on va visiter Fukuoka pour la première fois, on va découvrir son centre-ville historique et culturel, on va dire d'est en ouest le long du littoral, où on va considérer que le nord c'est la mer et le sud c'est les terres. Donc tout ça c'est pas rigoureusement exact en termes de points cardinaux, mais c'est comme ça en fait que les Japonais s'orientent et vous serez pas exactement au nord-nord, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et donc du côté des terres vous aurez des collines qui vont encadrer en fait les zones résidentielles, qui vont être aménagées souvent en parc ou en observatoire, on en reparlera après dans quelques visites à faire. Et le long de la mer, vous allez retrouver ce que je vous ai dit, la baie de Hakata avec des îles et tout à faire, etc. Donc la ville actuelle de Fukuoka, elle compte 7 arrondissements qui ne sont pas forcément nécessaires à connaître pour se déplacer dans la ville. Donc vous avez Higashiku qui est au nord-est de la ville et Nishiku à l'opposé, donc côté ouest de la baie. Et ce qu'il faut aussi retenir en termes de géographie, c'est que vous avez plusieurs cours d'eau qui vont se jeter dans la baie de Hakata, dont la rivière Nakagawa, qui servait à l'époque féodale de frontière naturelle entre deux villes, Hakata à l'est et Fukuoka à l'ouest, qui est aujourd'hui le quartier de Tenjin. Et ça reste quelque chose que vous allez visiter quand vous découvrez Fukuoka. Et c'est aussi parce qu'il y a un intérêt historique tel que Kelly va nous expliquer après. Et vous pouvez aussi visiter la petite île fluviale de Nakasu qui est au centre de la rivière. Tout ça, ça fait partie vraiment du centre-ville qui est pas très loin de la gare et que vous allez découvrir rapidement quand vous visitez Fukuoka. Donc du coup, pour savoir pourquoi Fukuoka, pourquoi on appelle maintenant Fukuoka la ville et pourquoi pas Hakata, ou pourquoi on a les deux noms, on va revenir un peu sur l'histoire de la ville qui est finalement assez importante. Oui, tout à fait. Merci Marjorie. De rien, Kelly. La ville actuelle de Fukuoka s'étend, comme Marjorie l'a dit, au bord de la baie de Hakata et c'est une zone de peuplement qui est connue depuis la préhistoire.
Les archéologues y ont trouvé des traces datant de l'époque Jomon et aussi de l'époque Yayoi, où on a commencé à effectuer les premières cultures de riz au Japon. On y a aussi trouvé des objets en bronze ou en cuivre indiquant des échanges avec le continent asiatique tout proche. Ainsi, grâce à sa situation géographique à la charnière du Japon et de l'Asie, Fukuoka a pu tout au long de son histoire tisser des liens économiques et culturels, notamment avec la Chine et la péninsule coréenne. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la partie géographie. Du coup, on n'est vraiment pas loin de la Corée du Sud. Et par exemple, on est à environ 540 km de Séoul et 870 km de Shanghai et contre environ 600 km de Kyoto-Osaka. Donc, on est aussi éloigné des grandes villes touristiques japonaises du Kansai que finalement de la Corée du Sud. Donc, en fait, vous le verrez sur place, il y a une vraie atmosphère plus cosmopolite au niveau de l'Asie qui est prégnante à Fukuoka. Alors, nous allons d'abord évoquer les débuts de Fukuoka. Dès la protohistoire, donc une période où, dès la protohistoire et ce qu'on appelle aussi l'âge classique du Japon, donc entre le début de notre ère en termes de datation et la fin du XIIe siècle. Oui, donc c'est vraiment très ancien en fait. La ville, elle a au moins 2000 ans. Oui, tout à fait. Puisque selon l'histoire des Han postérieurs, qui est un ouvrage compilé en Chine au début du 5e siècle de notre ère, la zone de la baie de Hakata aurait constitué un royaume qui s'appelait le royaume de Na, donc Nanokuni ou Nakoku en japonais, et qui était décrit dans cet ouvrage comme un vassal de l'Empire chinois. Et son existence est attestée matériellement par un sceau en or qui avait été offert par le royaume chinois au roi de Na en 57 de notre ère. Et donc ce royaume japonais aurait perduré jusqu'au IIIe siècle et a marqué durablement l'histoire de la ville puisque le quartier de polder de Nanotsu à l'embouchure du fleuve Naka dans la ville contemporaine commémore cet ancien royaume. Puisque Nanotsu, ça signifie tout simplement port de Na. C'est mignon comme nom Nanokuni. Ouais. Jusqu'au 8e siècle, la zone de Fukuoka est bien établie en tant que hub commercial, donc en tant que zone portuaire commerciale avec la Chine des Tang. Donc la Chine des Tang, c'est entre les 7e siècle et le 10e siècle de notre ère. Et ce port est même parfois surnommé le port de Dazaifu, puisque Dazaifu, un peu plus au sud-ouest dans la baie de la plaine de Hakata, était en effet le centre administratif de Kyushu. Oui, et on en reparlera déjà dans la partie 3 sur les visites à faire autour de Fukuoka. Dazaifu, c'est une autre grande destination touristique voisine de Fukuoka. Oui, et d'importance historique. Et il y a aussi toute une légende avec le premier sanctuaire Tenmangu. Donc l'importance de ce port était telle pour la diplomatie, puisque on y établira une résidence officielle pour les dignitaires étrangers qui s'appelait le Koorokan et qui se situait déjà à l'emplacement qui sera choisi plus tard pour le château de Fukuoka. Château qui n'existe plus aujourd'hui, mais que vous pouvez visiter les ruines. On en reparlera aussi un peu plus tard. Donc pendant la période de Heian, qui dure entre la fin du 8e siècle et la fin du 12e siècle, la baie de Hakata reste le centre administratif, diplomatique et surtout commercial de l'ouest du Japon, sous l'autorité de la cour impériale qui est installée à Heian, qui deviendra Kyoto plus tard. Pendant le XIe siècle, les échanges avec l'étranger deviennent surtout commerciaux, ce qui fait que le Koorokan tombe en désuétude. En parallèle, on assiste à la création du premier quartier chinois au Japon, avec l'installation de commerçants qui viennent de la Chine des Song. Donc la Chine des Song, c'est une période qui correspond à la deuxième moitié du Xe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle à peu près. Et c'est en partie grâce à ces marchands chinois que le premier temple zen du Japon, Shofukuji, est fondé à Fukuoka en 1195 par le moine Eisai. Ok, et on va continuer du coup, Kelly, l'histoire de Fukuoka avec un événement marquant à l'époque de Kamakura. Oui, tout à fait, ce sont les invasions, un épisode qu'on appelle les invasions mongoles. Donc l'époque de Kamakura est marquée par 2 tentatives d'invasion, en 1274 et en 1281. L'empereur mongol Kubilai Khan envoie une première flotte envahir la baie de Hakata en 1274, mais cela se solde par un échec. Néanmoins, le shogunat a pris sa leçon et fait construire un mur de protection d'environ 20 km et de 3 mètres de haut le long des côtes de Hakata. Et on en a retrouvé des parties dans les années 1930.
Oui, c'est un mur qu'on voit plus du tout aujourd'hui, c'est une enceinte qui est engloutie en quelque sorte. En grande partie, oui, on a retrouvé des traces, je pense qu'on peut visiter sur certains campus universitaires, mais c'est pas un site de visite extrêmement fréquenté. Ok. C'est plus un site archéologique en fait. Lors de la deuxième tentative en 1281, les troupes de Kubilai Khan parviennent jusqu'à Dazaifu, mais un typhon providentiel permet de les mettre en déroute. C'est de cet épisode que viendrait le terme kamikaze, qui signifie vent divin, et qui est considéré comme un soutien des dieux venu à la rescousse des Japonais. Oui, terme qui a changé aussi de signification avec l'époque moderne, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, c'était l'idée que... Oui. Là, les pauvres, ils étaient devenus des esprits avant même de mourir. Donc, bref. Ces attaques extérieures contre l'archipel étaient relativement inédites et ont contribué à affaiblir le shogunat de Kamakura, qui tombe dans les années 1330. Oui, du coup après, on va passer dans les époques historiques à Muromachi et Sengoku. C'est ça, qui court entre le XIVe siècle et la fin du XVe siècle. Voilà, juste avant l'époque Edo. Voilà. Donc malgré tout, ce changement politique, ce changement de régime de Kamakura à Muromachi impacte peu les relations commerciales de Hakata avec la Chine des Ming, la Corée et le royaume de Ryukyu. Et ces relations commerciales sont dans leur âge d'or entre les 11e et 16e siècles. Oui. Et le royaume des Ryukyu, c'est l'archipel d'Okinawa aujourd'hui. La ville de Hakata est tout de même atteinte par des conflits de l'époque et subit de nombreuses destructions, en particulier au début de la période de Muromachi, avec un conflit entre les cours du nord et du sud qui s'appelle en japonais Nambokucho, et durant la période des guerres civiles de Sengoku Jidai, donc l'ère des royaumes combattants, qui marque le dernier siècle de l'époque de Muromachi, donc entre 1467 et 1568. La ville est notamment complètement détruite en 1580. La ville est rebâtie quelques années plus tard sous l'autorité de Hideyoshi Toyotomi, qui était à l'époque l'homme le plus puissant du Japon, et son plan reste visible dans l'urbanisme de l'actuel arrondissement de Hakata. Et donc du coup on enchaîne avec l'époque Edo et le shogunat des Tokugawa. Et du coup, quelle devient la situation de Fukuoka quand la capitale en fait déménage encore plus loin jusqu'à Tokyo, enfin jusqu'à Edo, futur Tokyo. Oui, alors le sort de Hakata évolue à l'issue de la fameuse bataille de Sekigahara en 1600, puisque le vainqueur de la bataille, comme nous le savons depuis le temps qu'on fait des podcasts, oui, on fera des quiz à un moment donné parce qu'on leur a bien répété ça. Oui. Donc, dont le vainqueur était Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat de l'époque Edo. Donc ce vainqueur récompense son allié Kuroda Nagamasa en le nommant daimyo de la province de Chikuzen. Et la province de Chikuzen, c'est la région où se trouve l'actuel Fukuoka, donc dans le nord de Kyushu. Donc ce Kuroda Nagamasa s'y installe avec son clan sur la rive ouest du fleuve Naka, où il construit son château, à l'endroit où se trouvait le Kodokan qu'on a évoqué tout à l'heure. Il nomme sa ville seigneuriale Fukuoka, donc, qui signifie la colline bénie, en référence à sa ville de naissance, qui se trouve dans la province de Bizen. Donc la province de Bizen, c'est près de l'actuel Okayama, sur Honshu. Et bien que voisine immédiate, elle reste distincte de Hakata, qui reste sur la rive orientale du fleuve Naka. Ok, donc la ville Fukuoka, à la base, elle est plus jeune que la ville de Hakata. Tout à fait. Durant l'époque Edo, Fukuoka ou Hakata, selon le point de vue où on se place, perd de son influence de port au profit de Nagasaki, qui devient une des seules portes d'entrée du Japon pendant la période de Sakoku entre 1650 et 1842. Kagoshima, au sud de Kyushu, est la capitale du fief de Satsuma et était aussi une agglomération importante amenée à jouer un grand rôle lors de la révolution de Meiji à la fin du 19e siècle. On va arriver donc aux époques modernes, à partir du 19e siècle et jusqu'à de nos jours. Donc on revient avec l'empereur et donc, du coup la restauration du pouvoir impérial suite à la révolution de Meiji. Et du coup, l'ouverture au monde amène de nombreux bouleversements au Japon et notamment une redistribution administrative à Fukuoka. Oui, tout à fait. Donc au cours de ce remaniement territorial, les cités jumelles de Hakata et Fukuoka fusionnent en une seule ville en 1889, qui prend officiellement le nom de Fukuoka.
Celle-ci doit alors rattraper son retard en termes de population et d'industrialisation par rapport aux autres grandes villes du Kyushu. Et elle s'y emploie en accomplissant des jalons majeurs comme l'installation d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur, ou par exemple la construction d'infrastructures comme l'ouverture de son tramway en 1910. Au cours des années 20-30, elle devient la ville la plus peuplée du Kyushu. Oui, fait qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle est devenue capitale de préfecture et puis une sorte de vitrine régionale aussi de toute l'île de Kyushu. Oui, tout à fait. Avant cela, pendant la Seconde Guerre mondiale, et en raison de sa proximité avec la Corée et la Chine, Fukuoka était un centre militaire régional et une base de l'armée impériale japonaise, et par conséquent a été partiellement détruite lors de bombardements en juin 1945. La base aérienne d'Itazuke, qui se trouve à l'est de Fukuoka, a été utilisée successivement par l'armée impériale japonaise, puis par les forces américaines, et elle est devenue un aéroport civil en 1951, et enfin elle devient l'aéroport international de Fukuoka en 1961. La ville continue de s'étendre dans les années 60 et accueille sa première gare de Shinkansen en 1975, ce qui permet de connecter Hakata à Tokyo par la ligne Sanyo, et elle ouvre sa première ligne de métro en 1981. Fukuoka continue aussi à œuvrer pour les relations japonaises avec l'Asie, avec l'organisation de plusieurs expositions internationales et réunions d'organismes officiels à la fin du XXe siècle. En 2011, la gare de Hakata devient le point de départ du Shinkansen circulant dans l'île de Kyushu. En 2014, Fukuoka est sélectionnée comme zone nationale stratégique dans le cadre des Abenomics, un programme économique lancé par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe à l'époque, dans le but de stimuler l'activité économique de la région. Ce qui a un certain succès, puisqu'en 2020, elle est la métropole régionale la plus active de l'archipel, avec le taux de création d'entreprises le plus élevé du pays, et elle se spécialise dans le soutien aux startups et au tourisme. Et dans le tourisme. Oui, et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le vieux Fukuoka se trouve principalement donc autour du quartier de shopping qu'on nomme Tenjin, ce que je dis dans la partie géographique. Et aussi, Hakata reste bien identifiable autour de la gare éponyme. Donc, on est à l'est, en fait, de la ville et du fleuve Nakagawa. Et l'ouest est plutôt nommé Fukuoka. C'est pour ça que vous avez toujours les deux noms, en fait, qui sont pas forcément interchangeables parce qu'il y a une vraie zone géographique. Et la gare, en fait, on l'appelle Hakata parce qu'elle se situe dans l'ancienne ville de Hakata. Voilà, mais il faut savoir les deux noms. Après, on n'est pas puriste, hein. On peut appeler les deux noms. Oui. C'est plus une question pratique quand on réserve ses billets de train, les choses comme ça. Ça peut être utile de savoir que Hakata, c'est à Fukuoka. Donc donc j'allais dire, donc oui, il existe bien une gare de Fukuoka qui s'appelle bien Fukuoka Eki, mais qui est à Takaoka, donc rien à voir. Ne confondez pas. Ne confondez pas, vous n'allez vraiment pas arriver au même endroit. C'est plutôt vers Toyama, donc on sera beaucoup trop haut. Hein, on ne sera pas encore dans le Japon méridional. Alors merci Kelly pour cette longue partie histoire qui nous éclaire toujours un petit peu plus pour mieux comprendre la destination que nous on aborde et celle que vous allez ou que vous avez déjà visitée. En termes de saisonnalité, je vais prendre la main là-dessus. Quand vous visitez Fukuoka, eh bien la ville se visite toute l'année, c'est ce qui est pratique avec les villes généralement, mais on va essayer de vous détailler peut-être les spécificités de chacune des périodes en termes de saisonnalité. Donc au printemps, on va trouver quelques spots de sakura, ils sont très beaux à voir plutôt à la fin mars, si c'est à cette période de l'année où vous y allez. Par contre, on ne va pas forcément conseiller de faire un détour, contrairement à d'autres destinations, un détour pour aller voir les cerisiers en fleurs, puisque c'est pas forcément les plus gros spots, les plus importants, mais ils sont quand même évidemment très sympas. On peut citer par exemple le parc Maizuru, qui abrite les ruines du château de Fukuoka au passage, donc c'est le principal spot. Et là par contre il peut y avoir du monde vu que ça va être concentré si vous voulez voir le pic de floraison de ces cerisiers en fleurs. On a également le temple Tochoji, donc là il y a un seul gros cerisier qui pourra vous ravir s'il est évidemment en fleurs. Oui, on en reparlera après parce que ça reste une visite incontournable de ce temple, mais c'est vrai qu'en période de Sakura vous aurez un vieux cerisier à voir. Et enfin, on pourrait citer le parc Nishi, au sommet d'une colline, un observatoire sur la ville en même temps d'ailleurs, et avec 1300 arbres en fleurs. C'est le lieu d'ailleurs pour faire Hanami,
quelque chose une pratique dont on a déjà parlé, qui consiste à pique-niquer au pied des arbres. Donc là, c'est tout près de la baie de Hakata. Au mois de mai, si on avance un peu dans le temps, c'est un mois très agréable pour visiter Fukuoka. On a une végétation qui va être arrivée à son pic en termes elle est plus luxuriante, on va dire. Et il y a aussi un temps d'ensoleillement qui est parmi les plus longs de l'année. Donc là, c'est très agréable pour poursuivre ces soirées. Et quand on en arrive à l'été, on va profiter de l'atmosphère plus conviviale et nocturne de la ville. On va parler de matsuri, de plages, de stands de yatai, donc des stands de nourriture, tout ce qu'on aime bien. En plus, on le fait dans la chaleur et l'humidité, alors qu'on n'aime pas forcément tout le temps, mais à Fukuoka, ça reste assez agréable, même si on est au sud du Japon, donc forcément l'été, il est aussi un peu plus chaud. Oui, après, on est en bord de mer. Il peut y avoir quand même une brise marine le soir et notamment la nuit. Mais c'est vrai que ça reste une ville, même si elle est à taille humaine, ce qu'on disait plus tôt, elle reste très très conviviale en termes d'ambiance et notamment les soirées en été, on retrouve vraiment plein de choses à faire dans le centre-ville et tout, c'est vraiment sympa. Et à l'automne, en octobre et novembre, alors plutôt courant novembre d'ailleurs, voire même jusqu'à décembre, comme on l'a dit dans certains podcasts récemment, l'atmosphère, elle, va se retrouver un peu plus sèche. Cette fois, pas l'atmosphère en termes d'ambiance, mais l'atmosphère climatique, on va dire. Oui, le taux d'humidité, ouais. Plus sèche, et donc après les typhons, il y a des belles couleurs automnales qui peuvent apparaître, puisque ça reste quand même vallonné, il y a des zones en altitude, il y a un petit peu de tout dans cette préfecture-là. Et puis de façon générale, sachez que Fukuoka propose un climat plutôt tempéré. Il fait plutôt bon toute l'année, il n'y a pas vraiment de moyenne qui arrive dans les zéros, donc il n'y a pas de neige, ou peut-être très rarement, et très localisé, mais voilà, c'est pas courant à Fukuoka. Oui, si vous voulez faire du ski au Japon, c'est pas la meilleure destination. Mais voilà, les mois d'hiver sont les mois un peu moins agréables en termes, parce qu'il fait froid, la végétation est endormie, mais ça reste totalement acceptable à visiter et vous serez pas sur des températures qui seront frigorifiques. Ça sera quand même assez bon à supporter. Et quelque chose, même si c'est pas forcément lié au climat, ou alors ça peut jouer sur la concentration de certains polluants dans l'atmosphère, mais c'est vrai qu'avec l'Asie continentale assez proche et très polluée, on peut remarquer au loin parfois, quand le temps est dégagé, des sortes de nappes un peu grisâtres. Donc ça se peut que ce soit lié à la pollution atmosphérique. Si c'est le cas, sachez que y a des gens qui peuvent porter des masques ou autres pour s'en protéger. Ça va pas nuire à votre voyage, mais si vous le voyez au loin, c'est pas qu'il fait moche au loin, c'est peut-être que c'est très pollué à cause de l'Asie. Oui, ça va, ça vient en fonction des vents. Donc si jamais vous avez des alertes comme ça, ou dans votre hôtel, ou que vous voyez à la télé, etc., si vous êtes sensible à ce genre de choses, vous pouvez mettre un masque pour éviter que les anti-microparticules. Et c'est quelque chose qui peut se rencontrer à Fukuoka, c'est possible. En plus, c'est un port, généralement les ports sont aussi un peu plus pollués partout dans le monde. Côté hébergement, il s'avère très facile de trouver un hébergement dans le centre-ville de Fukuoka. Donc là, on parle de la ville et non pas de la préfecture. Par exemple, au bord de la gare JR de Hakata, donc ça c'est le quartier du Gion, et autour de l'île fluviale aussi de Nakasu, pour les deux emplacements à privilégier, et en tout cas le long de la ligne de métro Airport Line qui longe le littoral de la baie de Hakata, vous allez pouvoir à la fois vous héberger et vous déplacer facilement, que ce soit en train ou en avion. Donc ça a ce côté hub un peu pratique. Oui, en gros, il y a une ligne de métro, mais on en reparlera dans la partie transport, mais il y a une ligne de métro qui est essentielle, c'est celle qui dessert et l'aéroport de Fukuoka et la gare de Hakata. Et après, pour un côté pratique, si vous n'avez pas de voiture de location sur place, c'est de loger à côté de cette ligne de métro, enfin une station à côté. Et c'est vrai que Nakasu, tout ça, c'est le centre-ville historique et vous avez plein d'offres d'hébergement. Donc on va trouver principalement des hôtels un peu à l'occidental, c'est-à-dire des hôtels avec des chambres classiques qui vont se distinguer par leur gamme de confort, leur partie prix design, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux établissements qui ont émergé post-Covid, et aussi suivant la modernité des équipements. Donc vous aurez quand même un choix assez intéressant à faire. Et si le budget vous le permet, on vous recommande à chaque fois de choisir plutôt une chambre dans les derniers étages de ces hôtels, parce que vous aurez en général une belle vue dégagée sur la ville et sur la baie de Hakata qui est non loin, donc c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il n'y a pas de gratte-ciel énorme à Fukuoka.
Donc vous avez vraiment un panorama dégagé. Et nous, on a logé récemment à l'hôtel The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu, qui a été inauguré en août 2023, donc qui était vraiment très sympa. Donc on dormait à moitié sur des futons, mais dans un cadre boisé, un peu design, avec des grandes baies vitrées. Enfin, vous pouvez voir ça sur notre fiche qui était dédiée. Et c'est vraiment voilà, ce petit genre d'hôtel que vous pouvez faire qui sont vraiment sympas. Après, voilà, faut voir en fonction de votre budget voyage, évidemment. Et ça, le fait qu'il y ait des nouveaux établissements, tu l'expliquerais du fait que depuis le Covid notamment, il y a plus de touristes qui se dirigent vers le sud? Oui, de toute façon, ça reste quand même une région qui est dynamique. D'un point de vue aussi économique, Fukuoka, c'est une ville où il y a un nombre de créations d'entreprises qui est très positif et même une population qui est prévue de s'agrandir alors que la plupart des préfectures se dépeuplent malheureusement au Japon. Fukuoka, non, on est plutôt sur quelque chose de dynamique, de jeune, ça attire les familles avec des enfants parce que ça reste une ville facile à vivre. Puis comme on le disait, il y a l'Asie pas loin, du coup il y a aussi beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent du continent asiatique. Ça. Et le tourisme est aussi en boom, puisqu'on a quand même battu des records en 2023 et 2024 par rapport à l'avant Covid. Donc on a quand même une manne touristique qui vient, l'aéroport s'agrandit. Je le dirai après dans la partie transport. Donc il y a plus de vols qui sont prévus d'atterrir directement à Fukuoka, de vols internationaux, principalement en provenance d'Asie. Et d'ailleurs, on peut continuer avec la partie transport, Marjorie, puisque la ville, elle se montre très facile d'accès depuis Tokyo ou Osaka par exemple. Concernant le Shinkansen, eh bien, il y a la gare JR de Hakata. Alors pour le coup, il y a des liaisons directes en train à grande vitesse dont on estime qu'il faut à peu près 2h20 pour rejoindre Shin-Osaka et la gare de Hakata, et environ 5 heures pour Tokyo Station en Nozomi, avec un trajet 100% compatible JR Pass quand vous avez le JR Pass national. Donc ça vaut le coup si vous savez que vous allez faire ces grands allers-retours qui traversent une grosse partie de l'archipel. Oui, du coup c'est là où c'est le plus rentable, le JR Pass, c'est quand on fait des longs trajets en Shinkansen. Alors si vous choisissez le Nozomi, vous paierez peut-être un petit supplément, mais il va vraiment, du coup il est assez rapide, c'est pour ça qu'on vous a noté. Sinon ça peut être un peu plus long si vous prenez d'autres Shinkansen qui s'arrêtent à plusieurs gares entre. Mais c'est un voyage qui est très agréable à faire, vous en profitez pour vous poser, pour manger votre bento, regarder le paysage, la campagne japonaise, traverser les tunnels, et puis après, vous arrivez dans le sud, ça change complètement d'ambiance avec Tokyo et Shin-Osaka, donc c'est assez sympa. Pour ceux qui aiment le train, c'est vraiment un bon plan. Et si vous faites ça en plusieurs jours, en plus, admettons si vous partez de Osaka ou de Tokyo, bien vous allez pouvoir faire des petits stops. Par exemple, là je pense à Himeji ou à Hiroshima, puis arriver dans le sud. Donc vous verrez vraiment cette différence de Japon au fur et à mesure que vous allez descendre dans le sud. Oui. Et si vous n'avez pas le temps, ou vous préférez prendre l'avion, vous avez l'aéroport de Fukuoka qui est assez fréquenté, donc on trouvera des vols domestiques très nombreux dans la journée, depuis les grandes villes du Japon et les autres aéroports internationaux. Donc par exemple, il faut compter 1h45 depuis Haneda, 1h15 depuis Osaka Itami. Donc c'est l'aéroport qui est pas loin qui est au nord d'Osaka. Et faut le savoir que il y a le terminal international de l'aéroport de Fukuoka. Il est actuellement en rénovation / agrandissement et c'est prévu pour être terminé fin décembre de cette année 2025. Donc on est vraiment sur une dynamique assez notable et ça fonctionne bien. L'aéroport il est très très près du centre-ville de Fukuoka. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de gratte-ciel dans la ville pour que les avions puissent atterrir sans problème. Donc vous prenez soit le métro, soit même un taxi et en 10-15 minutes en fait vous rejoignez vraiment l'hypercentre. Donc c'est très très pratique. Ça c'est vrai que c'est très agréable quand on arrive quelque part de ne pas avoir à se coltiner des heures de taxi derrière ou de bouchons ou autre. Ben voilà, en fait, l'aéroport, comme l'a expliqué Kelly dans la partie histoire, donc c'était une ancienne base militaire. Donc en fait, elle est très très bien située. C'est pas un aéroport qu'on a rajouté qui est excentré très loin de la ville. Non, il existe depuis très longtemps et il est quand même très pratique à utiliser. Et on peut on peut traverser en fait en voiture depuis Shimonoseki, donc au sud de Honshu, vers Kita-Kyushu. Donc on traverse le détroit, en fait la mer, et sans aucun problème, vous n'avez pas besoin de mettre la voiture sur un bac. Vous avez une route qui se poursuit.
Fukuoka et le nord en fait de l'île de Kyushu, ça reste vraiment facile d'accès, que ce soit en train, et en plus c'est en Shinkansen, donc vous voyagez dans des conditions qui sont quand même optimales, en avion avec l'aéroport domestique de Fukuoka, voire en voiture, puisque en fait vous pouvez descendre depuis Honshu, traverser le sud de l'île, et ensuite de Shimonoseki en fait traverser pour la mer pour arriver vers Kita-Kyushu. En fait vous avez des ponts qui permettent de traverser sans prendre le bac, surtout parce que sinon ça sera compliqué. Donc c'est une ville qui est vraiment pratique d'accès en transport. Et d'ailleurs, la location de voiture pour les road trips, alors que ce soit en venant de Honshu ou alors pour commencer son road trip depuis Fukuoka, eh bien c'est très pratique aussi. Et d'ailleurs, on ne cessera de vous répéter que pour la location de voiture, il faut avoir une traduction de permis à faire avant de partir. Donc en plus c'est sur du papier protégé, etc. Enfin quelque chose qui est très officiel évidemment au Japon. Donc par exemple en termes de partenaires, on pourra vous renvoyer vers Keikaku qui seront à même de vous donner les explications là-dessus sur leur site. Là vous allez pouvoir en savoir plus, notamment sur les délais. Généralement il faudrait compter bien 2 mois au moins à l'avance avant de partir. Et sur place, pas besoin de permis si vous voulez emprunter le métro. Évidemment, c'est le successeur du tramway local dans les années 70 à Fukuoka. Il existe là-bas 3 lignes, dont une particulièrement intéressante pour les voyageurs. C'est la ligne 1, une ligne orange qui s'appelle Kuko-sen. Donc ça, c'est Airport Line, la ligne qui dessert la gare JR et l'aéroport international au terminus. Donc là, le ticket à la journée, le One Day Pass, il est à 640 yens par adulte. Et on utilise aussi sa carte Ikoka, ou en tout cas les cartes IC, qui fonctionnent très bien à Kyushu aussi, dans les bus aussi, etc. Et si vous êtes en voyage exclusivement du côté de Kyushu, ils ont leur propre carte IC aussi, elle s'appelle Hayakaken. Oui, c'est si vous voyez ce nom, en fait, ça veut dire que vous pouvez payer avec toutes les cartes IC, Koka, Suica, Passmo, etc. Au même endroit, en fait. C'est que ça fonctionne partout. C'est des cartes que l'on achète en région, mais qui fonctionnent au niveau national. Et on va faire un petit point gastronomie, Marjorie. Je te laisserai la main, je pense, là-dessus en grande partie avec Fukuoka, qui est la région du nord de Kyushu, qui se distingue par plusieurs spécialités, toujours très bonnes, évidemment. Oui, on est quand même sur une région où, on va encore le dire, mais où la gastronomie fonctionne très bien. C'est peut-être la seule raison qui me pousserait à faire du vlog ou quelque chose comme ça pour qu'on voit nos têtes en train de manger. J'ai très envie de manger là-bas. Ouais, oui, c'est ce qu'on voit déjà en vidéo, mais on comprend pourquoi. Donc bord de mer oblige, on va retrouver à la carte dans les restaurants de nombreux poissons comme le maquereau saba, des fruits de mer que l'on déguste crus, marinés ou cuits. Il y a une spécialité là-bas qui est le mentaiko, c'est des œufs de poisson à la sauce pimentée, donc ça peut être des œufs de morue ou des œufs de colin, ça dépend. Mais vous en verrez beaucoup, vous verrez aussi beaucoup de mascottes à cette effigie-là. Et aussi des huîtres, il y a aussi des parcs à huîtres en fait sur la côte, sur le littoral nord de Kyushu. Est-ce que Miyaku c'était une mascotte parce qu'il avait quand même une tête d'œuf de poisson. Hein. Oui, pimenté parce que c'était rouge, je crois. Oui, c'était rouge et bleu, oui, c'est ça. Et donc selon la saison de pêche, vous allez avoir toute une gamme comme ça de poissons, de fruits de mer à déguster à Fukuoka. Ensuite, on a une spécialité que l'on connaît assez bien de nom qui s'appelle les Hakata Ramen. Donc ce sont des bouillons qui cette fois-ci sont à l'os de porc ou tonkotsu. Donc c'est plus goûteux et riche avec une texture davantage crémeuse que ceux qu'on trouve au miso ou juste les shio ramen, là, ceux qui sont avec un bouillon très léger. Là on est plus sur quelque chose qui tient au corps et un peu plus carnivore, je dirais dans l'idée. Vous verrez beaucoup de restaurants ou des allées pour déguster ce genre de ramen. C'est une des grosses spécialités de Fukuoka. Je crois que du côté de Nantes, quand j'y suis allé plusieurs fois en week-end, il me semble qu'il y a un restaurant qui fait de très bonnes Hakata ramen. Ouais, c'est possible. C'est très bon. Hein. Ça s'exporte bien. On a aussi d'autres plats un peu plus hivernaux qui réchauffent aussi très bien. C'est tout ce qui est fondu un peu nabemono, et on peut en distinguer à peu près 2 à Fukuoka. C'est le motsunabe, donc qui est élaboré à partir de tripes de bœuf ou de porc et d'autres abats. Donc ça c'est pour tous ceux qui n'ont pas peur
déguster ce genre de choses. Donc c'est vraiment une spécialité locale. Et vous avez aussi ce qu'on appelle Hakata Mizutaki, c'est des fondus de poulet et de légumes bouillis. Donc il faut savoir qu'en fait Fukuoka, c'est des grands consommateurs de poulet en termes de viande. Vous allez retrouver beaucoup le poulet dans les préparations. On peut aussi citer le chikuzenni, qui est un ragoût de poulet braisé et légumes, notamment avec de la racine de grande bardane gobo, qui est très très bon. C'est des plats familiaux qu'on va cuisiner à la maison, mettre dans les bento, que vous trouverez peut-être dans des traiteurs ou choses comme ça à déguster. Et sinon, un autre emblème de la gastronomie de Fukuoka, c'est la gastronomie de rue avec les fameux yatai. Donc on a un article en fait dédié sur ça sur Kanpai. Donc c'est tous les stands ambulants que l'on voit dans les matsuri toute l'année en dehors du Japon, qui eux en fait sont une véritable institution locale et prennent en fait sont au bord des routes tous les soirs. Peu importe la saison, je tiens à préciser qu'il y en a aussi en hiver, parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, et il y en a aussi en hiver, donc c'est dans les rues du centre-ville animé, donc essentiellement le quartier de Tenjin et la pointe sud de l'île de Nakasu. Donc c'est vraiment des institutions locales. L'idée c'est de faire un peu un apéro dînatoire. On mange essentiellement des choses qui sont cuites et c'est interdit en fait de servir du cru pour des raisons en fait de fraîcheur et de gestion de la chaîne du froid en fait, parce qu'on est quand même sur des stands ambulants de rue. Hein. Donc on va manger des brochettes grillées, de viande, de légumes, des yakitori, des ramen, des okonomiyaki, des oden, et on va boire un coup et discuter en fait un peu avec le barman ou avec ses voisins. Donc souvent on est un petit comité, il y a 10-15 places sur des tabourets. L'idée c'est, si vous y allez, c'est de pas y aller en groupe non plus trop important, parce que faut avoir de la place. C'est vraiment convivial. Ça reste une expérience à faire donc à la tombée de la nuit chaque soir. Et après le week-end il y en a un peu plus de yatai dans les rues, la semaine un peu moins, c'est normal, mais on y retrouve toute l'année. Et l'hiver en fait ils sont bâchés avec un espèce de petit chauffage de rue. C'est bon savoir ça. Voilà, pour pas avoir froid, mais ils sont faits aussi pour être là toute l'année. Oui, puis ça c'est vrai que c'est une image du Japon qui s'est très bien exportée, notamment par les mangas, ces stands yatai, mais voilà, c'est à la fois quelque chose que l'on va faire en tant que touriste et à la fois quelque chose que les locaux font de toute façon, puisque ça fait partie du quotidien des Japonaises et des Japonais. Oui, c'est comme un peu des happy hours chez nous, des choses comme ça. Et avant de passer à notre partie 2 sur les tops des meilleures visites, on va faire un tout petit focus sur la culture locale. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un dialecte local qui est appelé le Hakata Ben. Alors je ne pourrais vous en citer aucun terme, mais je ne ferai pas cet affront-là, mais je vais essayer d'en trouver quelques extraits et vous les diffuser. So this word yoka means yes or cool. In Japanese we say hi for yes, but instead of saying hi, in Hakata Ben they say yoka. Yoka yo! Yoka bai! Yoka tai! Yoka kusa! Yoka ne! Et le point fort de cette destination, on va dire que c'est le fait qu'elle soit animée par de nombreux festivals des Matsuri, donc assez importants et aussi qui peuvent être un peu différents de ce que l'on va voir sur le reste de l'archipel. En tout cas, c'est très marqué là-bas le Matsuri dans ce sud du Japon, à Fukuoka. Donc ça peut être aussi un très bon prétexte pour choisir cette destination et participer à plusieurs festivités là-bas. Alors on va vous en citer que 4 principales. On commencera avec le Hakata Dantaku. C'est le grand festival du Japon organisé à Fukuoka les 3 et 4 mai en pleine Golden Week. Donc là, il faut être motivé par contre pour être parmi la foule, parce que la Golden Week un peu partout, eh bien, ça va drainer beaucoup de touristes et de locaux. Ou bien réservé en avance. Pour ses transports et ses hébergements. Oui, essentiellement. Là, il y a 30 000 participants danseurs. J'ai l'impression que c'est toujours de plus en plus quand on annonce des Matsuri. La dernière fois, c'était 20 000, je trouvais ça absolument fou. Là, c'est 30 000, avec des chars décorés et des fleurs Hana Jidosha. Apparemment, c'est très joli, c'est très coloré. Un peu plus tard, du côté du mois de juillet, les 2 premières semaines, eh bien, on peut se rendre au sanctuaire Kushida de Fukuoka pour assister au Hakata Gion Yamakasa Matsuri. Donc là, c'est un des grands événements aussi de l'année. Il y a le Nakasu Matsuri, le pendant du Yamakasa dont on vient d'évoquer le nom à l'instant, avec la participation réservée exclusivement aux femmes pour porter les mikoshi. On peut retrouver là-bas aussi des costumes de oiran, donc c'est pas du tout des geishas.
mais visuellement, quand on connaît pas, ça peut y ressembler. Et ça se situe au Kunihiro Inari, un petit sanctuaire au cœur de l'île de Nakasu. Ça, c'est le dernier week-end donc, du mois d'octobre à partir de 18h. Et pour terminer dans l'année, dans les matsuri les plus importants, on a le Hakata Okunchi qui a lieu en fait en octobre, avec en plus la tenue d'un marché alimentaire et des illuminations nocturnes effectuées par des lanternes suivant les sites où se déroule le festival. Donc, il s'agit de l'un des 3 plus grands matsuri kunchi du Japon, avec celui de Karatsu qui est dans la préfecture voisine de Saga. Donc c'est très joli, c'est un matsuri de nuit. C'est très joli aussi à voir. Et sinon, il faut savoir que Fukuoka accueille le dernier grand tournoi de sumo de l'année et au mois de novembre. Donc c'est vraiment pendant des mois un peu creux. Et ça peut être peut-être celui qui est le plus facile pour obtenir des places. On avait fait un podcast sur les sumo. On vous avait dit que c'était très populaire depuis quelques années. Depuis le retour Covid, c'est vrai que apparemment ils avaient vendu sur plusieurs années toutes les places intégralement. Mais peut-être qu'à Fukuoka, c'est un peu plus facile d'accès, comme tu le dis. Oui, alors je pense qu'il faut toujours bien faire attention à l'ouverture des ventes, mais ça reste une moins grande ville que Tokyo ou Osaka. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de se dire, je tente de voir un tournoi de sumo en novembre à Fukuoka et j'en profite pour visiter la ville pendant l'automne et la période de Koyo, si on est dans les clous en termes de météo. Et on en arrive à notre seconde partie avec nos tops des meilleures visites et des activités à faire dans cette région, préfecture de Fukuoka. Alors on va commencer, Marjorie, si tu le veux bien, avec qu'est-ce que l'on peut faire à Fukuoka sur une journée. Et après on va décliner, on va élargir un petit peu sur 2-3 jours. Et on terminera avec cette troisième partie dont on vous parlait tout à l'heure, avec comment inclure Fukuoka dans son séjour au Japon. Oui. Alors, comme on est sur une ville à taille humaine, en fait, les incontournables à faire, ils sont tous dans le centre-ville qui est sur la baie de Hakata. Et donc, on va vous les citer en partant de la gare ou de l'aéroport, donc côté est, et en allant vers l'ouest. Ce sont majoritairement des sites qui sont accessibles avec le métro. C'est des choses que l'on peut faire facilement sur une journée. Alors, c'est peut-être une bonne journée de visite, hein. Ouais. Mais sur 1 ou 2 jours, ça se fait largement facilement. Donc le premier qu'on peut citer, c'est un ancien temple, on l'a déjà dit tout à l'heure pour les spots de cerisier, c'est le Toshoji, qui est connu aussi pour abriter une gigantesque statue en bois de Bouddha. Donc on a une fiche dédiée sur Kanpai, après vous n'avez pas la photo du Bouddha parce qu'elle est interdite à la photographie vu qu'on respecte en fait la représentation de Bouddha. Mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante à voir. En fait, on entre dans un pavillon qui est relativement étroit et on lève les yeux au ciel. Je l'ai fait, c'est pour ça que je te le dis. Et on lève les yeux au ciel et on voit effectivement ce Bouddha se dresser comme ça. Ça reste assez impressionnant, hein, ce côté-là. Et vous avez ensuite dans l'enceinte une pagode vermillon à voir qui est assez sympa. Ce temple, il est accessible depuis la sortie ouest de la gare JR et il est donc dans le quartier de Gion. Donc il est à seulement une station de métro de la gare. Donc on peut aussi y aller à pied si on le souhaite. Il est gratuit et sachez que pas très loin, vous avez le Shofokuji qui est donc le premier temple zen qu'on a cité tout à l'heure avec Kelly dans la partie histoire. Donc il est un peu moins aujourd'hui, c'est pas une sortie un site tout à fait remarquable au niveau visuel, par contre historiquement oui. Ensuite, on va se diriger vers le sanctuaire Kushida Jinja, qui est vraiment un des grands sanctuaires de Fukuoka, surtout de cœur auprès des habitants, puisqu'il consacre en fait le dieu protecteur de la ville, et c'est aussi ici que se déroulent plusieurs grands matsuri, notamment le Hakata Gion Yamakasa qu'on a cité tout à l'heure. Donc c'est vraiment un sanctuaire que les habitants adorent, chérissent, et y vont régulièrement. On peut d'ailleurs voir une reproduction, un des chars du festival du Hakata Gion Yamakasa Matsuri exposé toute l'année. Donc comme c'est un énorme char orné très haut, c'est très joli à regarder et à détailler. Et donc on en profite pour se balader en fait dans le quartier, et non loin on peut citer une galerie commerçante un peu rétro qui peut aussi bien fonctionner pour acheter des souvenirs, qui s'appelle Kawabata Shotengai. Et du coup sinon Fukuoka a plusieurs centres commerciaux assez grands.
Il y en a des nouveaux qui pop régulièrement, et notamment ces dernières années avec le boom du tourisme, mais on peut en citer un qui est assez iconique de la ville avec le Canal City Hakata, Charlie. Ouais, donc ce Canal City Hakata, c'est le centre commercial, comme tu l'as dit, iconique de la ville, et il est reconnaissable puisqu'il a une architecture toute particulière et ornée de couleurs rouges. Il y a une grande fontaine aussi avec des spectacles d'eau et le Ramen Stadium. Oui, c'est une allée en fait de restaurants où on peut manger des ramen, et notamment les fameux Hakata Ramen à l'os de porc. Donc c'est vraiment, oui, c'est un centre commercial qui est assez connu, pareil, qui est très vivant les week-ends. Et l'été, en fait, les enfants des fois barbotent dans la grande fontaine aménagée un petit peu en plan d'eau pour se rafraîchir. Et après cette visite, on peut sortir de l'ancienne ville qui a été Hakata, et on se dirige vers l'ancienne ville féodale de Fukuoka, avec le parc Maizuru et les ruines du château de Fukuoka dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est un des spots de cerisier mais aussi de pruniers en fleurs. Donc là il y a une plateforme d'observation construite à la place du donjon pour avoir un point de vue en hauteur sur la ville. Donc pareil, ça peut faire une petite sortie nature aménagée, on va dire, très sympa si vous avez un temps agréable, bien dégagé. Oui, à privilégier s'il fait beau, effectivement. Oui, c'est un parc aussi très cher au cœur des habitants de Fukuoka, qui n'est pas forcément remarquable pour nous les touristes, mais elle a une valeur historique qui est importante. Et si on reste sur la thématique des parcs, eh bien il y a le parc Hohori-koen, un parc public emblématique de la ville avec des promenades autour d'un plan d'eau, un jardin japonais, des aires de jeu, un musée aussi d'art municipal. Donc ça peut être toujours sympa pour changer un peu de ces journées de full visite avec les spots historiques ou en tout cas les spots phares dans les grandes villes du Japon. Oui, celui-là c'est vraiment un parc assez reconnu à Fukuoka qu'on visite vraiment en première découverte de la ville. Il est assez grand et c'est pas comme ça un parc public, il est assez fréquenté sans être surfréquenté. Et sur une journée, il nous resterait peut-être 2 visites à évoquer. L'un des symboles de la ville, c'est la tour de Fukuoka et la plage de Momochi-hama. Là, la tour, c'est la tour la plus grande et la plus populaire sans doute des 2 tours de Fukuoka, parce qu'il y en a une autre qui est rouge près du port. Oui, qu'on voit que vraiment quand on est à l'est de la ville, mais qui est moins intéressante et plus dans un quartier plus industriel vu qu'on est dans le port. Et celle-ci, elle culmine à 234 mètres et possède 2 observatoires ouverts au public. Ils sont situés à environ 123 mètres au-dessus du sol et vont offrir cette fameuse vue panoramique que l'on va rechercher sur toute la ville. Et c'est une jolie vue que l'on peut s'offrir à différents moments de la journée, même de nuit ou justement quand le soleil en vient à se coucher, pour à peu près 800 yens. Oui, et donc à ses pieds, vous retrouvez la plage de Momochi-hama, qui est donc très agréable à flâner l'été pour se poser au bord de la mer. Il y a du sable, c'est des étendues de sable, et prendre un verre ou tremper les pieds, etc. Il y a aussi des zones de baignade qui sont aménagées l'été. Donc ça, c'est une tour vraiment, c'est un des gros symboles de Fukuoka, vous la reverrez souvent en photo. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'il n'y avait pas de building en particulier dans cette région, donc c'est aussi sympa de pouvoir avoir ce panorama-là offert par cette tour. Oui. Et on termine sur une visite un peu moins connue c'est un peu moins un incontournable, on va dire classiquement, mais que nous on met dedans parce que vraiment là, on le trouve très sympa. C'est le petit sanctuaire perché qui s'appelle Washiyo Atago Jinja. Donc il est tout à l'ouest de la ville, donc encore plus à l'ouest que la tour de Fukuoka, et il est caché dans un quartier résidentiel avec colline, donc faut aimer grimper, faut quand même monter jusque là-bas, et vous atterrissez dans ce sanctuaire. Donc c'est un Atago Jinja, donc c'est des sanctuaires qui avaient été érigés à l'époque pour prévenir des feux puisqu'ils étaient en colline et ça permettait en fait de regarder s'il y avait des départs de feux dans les villes. Et du coup, on bénéficie aujourd'hui d'un joli observatoire sur une partie de la ville et de la mer. C'est aussi un spot de cerisier, il y en a un petit peu. Et voilà, c'est très sympa pour sortir un peu des sentiers battus. Là, on pose un peu le métro pour marcher un petit peu. Et si le temps est dégagé et que la météo est bonne, vous aurez une belle récompense en haut.
Et on peut terminer cette partie Marjorie avec des destinations que l'on peut ajouter à sa liste des choses à faire si on a peut-être 2 ou 3 jours sur place. Eh bien, il y aurait par exemple le jardin Yusentei, c'est le beau jardin japonais de la ville. On peut y déguster un bol de thé matcha comme souvent dans ce type de jardin. Il y a une maison de thé traditionnelle au bord du plan d'eau. Donc ça, si vous ne connaissez pas encore l'atmosphère qui peut s'en dégager, eh bien, on vous le recommande. On peut prendre le bus ou le taxi par exemple pour s'y rendre puisque c'est un peu excentré du centre-ville et des lignes de métro d'ailleurs. Donc l'entrée du jardin c'est à peu près 200 yens. Oui, c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans les incontournables parce qu'en vrai il est très joli. Allez voir notre fiche dédiée, mais il est quand même moins pratique d'accès. Donc si on veut optimiser une journée, parfois il faudra peut-être le mettre de côté parce qu'il est, ou alors enlever quelque chose des incontournables qu'on a cités. Mais c'est juste qu'il est un peu plus à l'écart du tissu métro ou à pied en fait. À pied il est trop loin. Et un peu plus à l'écart aussi, on notera l'île de Nokonoshima dans la baie de Hakata. Donc là, ça nécessite une traversée en bateau, alors très courte, mais ça veut dire qu'il faut se rendre au port, etc. Donc là, on en a pour 10 minutes de traversée. Et il y a, selon les saisons, des champs de fleurs, ça peut être des tournesols en été, des cosmos en automne à Nokonoshima Island Park. Donc là c'est payant, c'est 1500 yens le jardin environ, et il y a l'île qui est vallonnée avec la présence de plages. C'est vraiment une destination qu'on va recommander peut-être pour des balades en famille par beau temps par exemple. Oui, pour faire courir les enfants, c'est très bien. L'expérience parle. Ensuite on va terminer par 2 musées. Un musée qui est plutôt récent, c'est le musée TeamLab Forest. Donc c'est l'un des 3 musées permanents du collectif TeamLab, donc qui se situe à Fukuoka, non loin du Fukuoka Dome. C'est le stade de baseball de la ville, donc plutôt à l'ouest du centre-ville. Et donc c'est aussi donc c'est sur le thème de la forêt. Donc c'est toute la partie concentrée sur les univers de forêt, d'animaux, et une partie aussi sur un peu athlétique où on va en fait sauter sur des petits trampolines, etc. Donc c'est une partie d'exposition qu'on va retrouver dans l'extension du Planets à Tokyo et aussi dans le nouveau musée permanent TeamLab à Kyoto. Mais là, vous aurez peut-être du coup encore un peu moins de monde. Il est un peu moins cher que les 2 que j'ai cités précédemment puisqu'il est situé à Fukuoka. Et sinon, on a le musée d'art de Fukuoka, donc c'est celui qu'on a cité tout à l'heure, qui est dans le parc Ohori, qui présente en fait une collection d'art asiatique avec aussi quelques expositions temporaires plutôt orientées sur les arts occidentaux. Donc ça peut être aussi une bonne visite pour coupler, pour mélanger un peu le dehors et le dedans. C'est très sympa aussi à faire. Et on en arrive à notre 3e et dernière partie, comment inclure Fukuoka dans son séjour au Japon. Là, on va parler de choses à faire depuis Fukuoka, donc soit en excursion à la journée ou alors en faisant une sorte de mini road trip avec des sauts de puce. Et on les a catégorisés aussi avec les plus accessibles, les plus déjà peut-être les plus connus et les plus faciles d'accès. Et aussi les nouvelles tendances, ce qui est en vogue et puis peut-être ce qui demande peut-être un peu plus d'aventure, en tout cas de s'organiser un peu autrement parce que le taxi ou le bus ne va pas forcément vous y amener facilement ou alors sur des tranches horaires ou des journées plus restreintes. Oui, ou alors on aura un train mais beaucoup moins fréquent, en plus un train local, voire pas de train. Après on s'enfonce aussi dans la campagne, hein. On sort très vite de la ville à Fukuoka pour... il y a des zones très rurales et c'est aussi pour ça qu'on y va. Oui, donc on peut commencer, Charlie, évidemment par Dazaifu, ce qu'on a déjà parlé avec Kelly dans la partie histoire. Donc c'est l'ancien siège gouvernemental de Kyushu qui aujourd'hui est devenu une ville touristique très sympa à faire, mais aussi très fréquentée, il faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de touristes asiatiques qui y vont parce qu'on peut y aller en bus, donc c'est assez pratique du coup. Donc il peut y avoir pas mal de monde. On y retrouve l'important sanctuaire Tenmangu, le premier de sa lignée, donc en mémoire à Sugawara no Michizane, donc il s'est transformé en dieu Tenjin. Donc là vous êtes dans le premier Tenmangu du Japon, donc c'est par exemple vous avez beaucoup d'écoliers, il y a beaucoup de sorties scolaires aussi qui vont jusque là-bas ils vont prier pour avoir des bonnes études, pour réussir dans leurs études. On retrouve aussi le musée national de Kyushu qui est aussi à Dazaifu, des vestiges historiques de cet ancien siège gouvernemental. Donc c'est une ville assez facile à faire qu'on va vraiment recommander en premier voyage à Fukuoka de consacrer une petite journée à Dazaifu. Il peut y avoir du monde, donc privilégiez peut-être un jour en semaine.
si vous êtes dans des hautes saisons touristiques comme l'été ou le printemps. Et sachez que le Tenmangu est aussi un joli spot de pruniers, puisque Michizane a été amateur de pruniers, donc tous les Tenmangu ont des pruniers dans leur enceinte qui sont en fleurs en fin d'hiver. Il y a aussi la grande statue de Fudo-Miyo à proximité du pèlerinage des 88 temples Sasaguri Shikoku Sacred Site. Donc c'est assez accessible en train et en voiture, un peu plus perdu dans la vallée peut-être. Donc oui, le Nanzoin, c'est aussi une sortie qui est assez connue des touristes. Alors, elle est là où c'est situé l'endroit, c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est un peu perdu dans la vallée, donc c'est pas forcément très joli quand on arrive, mais après le Bouddha est très beau. Bon, vous verrez aussi, c'est un temple, on écrira une fiche prochainement sur Kampai, parce qu'on l'a visité récemment. C'est un temple qui est un peu, des fois un peu apolémique, parce que ils ont eu des petits problèmes de comportement, et notamment devant la statue de Bouddha, où les visiteurs font un peu des jeux en fait de photographie, et donc pour eux ne respectent pas Bouddha, et donc du coup vous verrez plein de petites pancartes en anglais, ne pas faire ci, ne pas faire ça, se comporter comme ci, se comporter comme ça, s'habiller de façon convenable. Donc c'est un temple qui essaye de garder un peu de garder une atmosphère solennelle et voilà, qui peut être un peu virulent dans les messages. Bon, on vous invite quand même à respecter, reste le spirituel. Et aussi, il fait payer récemment les visiteurs étrangers un prix qui est différent du reste. Bon, ça c'est pareil, ça fait partie des nouveautés du Japon 2000. Japon, ouais. Voilà. Mais le Daibutsukushi reste quand même assez impressionnant. Et l'enceinte est grande à visiter. Et le Fudo-Miyo, il est vraiment très grand aussi. C'est une grande statue. On en voit rarement des aussi grandes. Ensuite, si vous êtes amateur de temples un peu sympas, un peu originaux, on peut citer la ville de Ogori et son temple Nyorinji, qui est surtout surnommé Kaeru-dera, et son temple qui est surnommé donc Kaeru-dera, qui veut dire le temple des grenouilles. Donc en fait, c'est un petit temple qui a plein de statuettes de grenouilles partout, plein d'effigies en fait autour de la grenouille, comme ce qu'on peut retrouver à Kyoto avec le temple qui a l'effigie des lapins, Okazaki Jinja, le sanctuaire qui a l'effigie des lapins, Okazaki Jinja. Et là c'est pareil avec des grenouilles. Donc c'est très mignon, voilà, si vous êtes amateur de petites figurines mignonnes de grenouilles, vous pouvez aller là-bas. C'est aussi un joli spot d'hortensia en juin. Et en juin-juillet, vous avez aussi beaucoup de furin, donc les carillons japonais qui sont exposés en fait comme des tonnelles dans les allées du parc. Donc c'est aussi très beau. Et il y a des koyo à l'automne. Donc c'est accessible en train à peu près à une demi-heure depuis Tenjin et la gare de Nishitetsu Fukuoka. Donc on n'est plus sur de la ligne JR, on est sur de la ligne privée Nishitetsu. On va en direction de Kurume, qui est une autre grande ville de la préfecture de Fukuoka. Et si vous allez vers Kurume, on peut aussi vous recommander de faire le sanctuaire Kora Taisha, qui est perché et excentré du tissu urbain pour un magnifique panorama nocturne. Vous pouvez faire en fait les deux à la journée en reprenant le train et ça peut être vraiment sympa à faire. Et par la suite, du côté de la ville de Yame, là vous allez voir des champs de culture de thé vert, donc le Yame-cha. Si on continue de descendre dans le sud de la préfecture de Fukuoka, ce sont des paysages comme à Wazuka, du côté de Kyoto. Donc là c'est pratique à faire si vous avez une voiture en location par exemple. Oui, parce que pour visiter les champs de thé, même si vous avez un train, après il faudra pas mal marcher, ou alors peut-être louer un vélo sur place. Mais sinon la voiture reste facile à Kyushu. Et un autre spot très connu dans la région, eh bien, c'est Yanagawa. C'est un peu la petite Venise verte de cette préfecture-là. Là, il y a un réseau de canaux à parcourir avec des barques à fond plat, ce qu'on appelle les kawakudari. Donc là, il y a des douves navigables, fortifiées et préservées depuis le début de la période Edo. Cet endroit est aussi connu pour sa date au 3 mars qui va être le jour où on va fêter Hina Matsuri. On va pouvoir goûter les unagi no seiro mushi, donc le unagi c'est l'anguille, qui vont être marinées, cuites à la vapeur ensuite et servies sur un lit de riz dans une boîte bento. Donc là, le 3 mars, vous courez manger ces mets-là. Oui, il y aura aussi un peu de monde pour le Hina Matsuri de Yanagawa. Donc c'est une grande fête de poupées, en fait c'est une fête de poupées un peu à taille humaine. C'est pour ça que c'est assez connu et ça défile sur les bateaux. Sinon Yanagawa est aussi une destination pour faire des photos pour les jeunes mariés. Donc vous pouvez voir en barque des mariés en habits traditionnels, en kimono de mariage, qui naviguent sur l'eau.
Donc pareil, toujours petite alerte, hein, si vous voyez des mariés, vous pouvez sans doute les prendre en photo, mais de loin, en tout cas sans interrompre évidemment la cérémonie. Et donc ça reste, c'est comme on est sur la même ligne de train en fait de Nishitetsu, et c'est là à 45 minutes depuis Tenjin. Donc on peut aussi faire ce qu'on disait, des sauts de puce, et être sur une même ligne de train et s'arrêter en fait à différents endroits. Et toujours sur la ligne de train, on retrouve Kumamoto. Donc là, si vous descendez vraiment un peu plus loin, donc là c'est accessible avec le Shinkansen avec le JR Pass. Vous allez pouvoir y visiter son château, dont l'enceinte est toujours en reconstruction d'ailleurs depuis le séisme de avril 2016. Donc le donjon, lui, il est entier, il est ok, mais il y a une nouvelle passerelle de badade en hauteur pour faire la visite. Oui, il y a encore beaucoup de stigmates, notamment sur les murs d'enceinte qui se sont écroulés, qui n'ont pas tous été refaits. Donc c'est toujours impressionnant à regarder, même après toutes ces années dont l'événement s'est passé. Mais si vous n'avez pas forcément prévu de passer plus de temps que ça à Kumamoto, sachez que depuis Fukuoka, vous pouvez faire l'aller-retour en une journée avec le Shinkansen, et donc de préférence si vous avez le JR Pass, autant le rentabiliser. Et du coup, en une journée, vous avez bien le temps de faire la visite du château, parce qu'il est pas loin de la gare et il est accessible en tramway. De mémoire, c'est le tramway qui est à Kumamoto. Donc du coup, c'est totalement faisable pour aller voir le château, qui est quand même un des anciens châteaux authentiques, qui est très grand. Le site est très grand à la base, et du coup, il y a toute une exposition maintenant, tout un parcours maintenant qui a été fait depuis les séismes d'avril 2016, et comment aujourd'hui le château se reconstruit. Donc pour les amateurs d'architecture féodale et couplée aux événements climatiques et naturels. Ça doit exister. Voilà, ça doit exister, ça va très bien. Et le château a été refait, et il y a tout un musée à l'intérieur du donjon. Le donjon a été refait, il y a tout un musée à l'intérieur, très instructif, très long à visiter. Et le château est aussi connu pour être un gros spot de cerisier dans la région. Donc au moment des cerisiers, vous aurez par contre beaucoup de monde au château de Kumamoto. Et puis on en arrive à ce que l'on évoquait tout à l'heure, Marjorie, ce sont les nouvelles destinations en vogue, sans doute moins connues mais plus reculées dans les campagnes, et ou les montagnes d'ailleurs, en direction du sud et de l'est de la préfecture de Fukuoka vers Oita. Donc là, pensez à partir avec suffisamment d'argent liquide pour vous parer à toute éventualité, notamment parce que si on est dans des endroits plus reculés, Internet peut plus ou moins passer, ou alors pas de distributeur, ou des choses comme ça. Oui, c'est surtout ça. Et des fois, en fait, si on va dans des gares ferroviaires un peu trop petites, en fait, les cartes IC ne peuvent pas passer. Et donc, vaut mieux avoir de quoi régler votre trajet, votre déjeuner, ou etc. en liquide, où ça, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, ça sera accepté. Oui, autant les IC cards, elles sont très très pratiques, et il y en a partout au Japon, mais c'est vrai que dans les endroits les plus reculés, là par contre on peut être pour se sécuriser, amener de l'argent avec vous. Oui, c'est que des fois en fait ça peut ne pas fonctionner, soit la gare est carrément pas équipée, soit ça fonctionne pas, et comme on n'est pas sur des grandes gares, il n'y a pas prévu que ça fonctionne prochainement. Donc c'est pour ça qu'on vous met une petite recommandation, c'est que si quand vous partez comme ça à la campagne japonaise, ça vaut pour les destinations qu'on va citer là, et puis pour d'autres, c'est d'avoir quand même sur vous quelques yens en billets et en pièces pour passer une journée tranquille. Donc on peut commencer avec une belle destination, Ukiha, avec son sanctuaire Ukiha Inari Jinja. Donc là, il y a un tunnel de Tori qui va être en dénivelé. Il y a aussi des rizières en terrasse qui vont être bordées Higanbana, donc les fleurs en septembre, et aussi début de l'automne. Donc ici, c'est accessible en train avec la ligne JR Kyūdai. Il y a 1h30 de trajet, il y a aussi un changement à Kurume, et si vous avez le temps sur la même ligne, vous pouvez vous faire des arrêts en revenant de Kurume par exemple, dans le quartier traditionnel Chikugo Yoshii, et la gare aussi Tanushima en forme de kappa géant. Donc le kappa, c'est un yokai dont on a parlé il y a récemment, cette forme, alors c'est pas une tortue, mais c'est un peu une forme de créature aquatique mélangée à une tortue. Oui, et ça c'est le bâtiment de la gare qui est en forme de kappa. Il n'y a pas grand chose à voir à part ça, mais la photo est très sympa à faire. Vous pourrez dire j'y étais. Voilà, et vous faire un petit t-shirt. Oui, c'est vraiment des visites hors des sentiers battus, dans quelque chose de plus rural, de plus authentique pour certains, mais voilà, on sort vraiment des gros sites touristiques.
Ensuite, on peut parler aussi de la ville de Hita, donc qui est en fait à la base un village spécialisé dans le bois et la poterie, surnommé également la petite Kyoto de Kyushu, donc Sho Kyoto, notamment parce qu'elle abrite le quartier historique au niveau de son architecture de Mameta Machi. Et cette ville, aussi traditionnelle soit-elle, a gagné en popularité ces dernières années pour quelque chose de beaucoup plus actuel et pour le mangaka en fait Hajime Isayama, qui est l'auteur de l'Attaque des Titans et qui est originaire de la ville de Hita. Différents spots ont été inaugurés ces dernières années pour rendre hommage à ce mangaka qui du coup est célèbre parce que son œuvre en fait est très populaire. Donc on va retrouver un musée et notamment des statues monumentales des personnages principaux du manga. Qui sont à voir devant en fait le barrage Oyama Dam. Donc c'est en référence en fait à l'histoire où le village est encadré par des fortifications pour pas que les titans passent. Et donc le mur Maria, je crois. Voilà, le mur Maria, oui, je me souviens plus. Je l'ai vu mais j'ai perdu les noms. Donc ça c'est une ville qui devient aussi un pèlerinage autour de la culture populaire et il est situé entre Fukuoka et Oita. Donc ça peut être aussi une ville-étape que vous faites si vous allez vers Oita, la préfecture qui est connue pour ses onsen, et notamment avec Beppu, la capitale des onsen. Donc elle est accessible en train sur une ligne JR ou alors en voiture, ce qui peut être plus pratique, notamment pour aller jusqu'au barrage pour aller voir les statues. Donc le nom de l'attaque des titans en japonais, je vous le donne parce que vous le retrouverez peut-être dans les informations si vous cherchez. C'est Shingeki no Kyojin. Autre dernière destination un peu plus confidentielle, ça va être Soeda et le mont Hikosan. Donc c'est une montagne en fait qui abrite un site syncrétique qui est très sympa à faire. Là, on sera plus sur de la randonnée. Donc l'idée, en fait, c'est de monter jusqu'au sanctuaire Hikosan Jingu, qui est l'un des 3 principaux lieux de pratique d'ascèse, donc le Shugendo en montagne au Japon. Donc en fait, il est quand même assez réputé d'un point de vue religion, bouddhisme au Japon, mais qui est moins connu des touristes. Vous avez aussi au pied du mont, vous pouvez faire le jardin Hikosan Daikonken, qui est très joli à l'automne, donc courant novembre. Et tout ça, après ce parcours-là, vous le faites soit en randonnée, vous avez aussi un funiculaire, donc ça peut être très sympa pour une sortie nature et spirituelle. Après, il est accessible en train plus bus entre 2 à 3 heures depuis Fukuoka avec les changements, etc. Donc ça prend un peu de temps. C'est pour ça que si vous y allez, on vous conseillera quand même la voiture qui est bien plus pratique. Sinon, vous êtes motivé à vous faire un parcours nickel en termes d'horaire. Et on peut revenir sur le littoral au nord de Kyushu avec la destination Itoshima. Donc là, vous allez retrouver une image d'Épinal peut-être moins connue que plein d'autres, mais en tout cas, vous allez retrouver le fameux tori dans l'eau. Ici, il s'agit en plus d'un tori blanc. Ici, il s'agit du tori Futami Gaura. Donc ce tori, il est beau et en plus de ça il est important puisqu'il annonce un peu plus loin le rocher des mariés, donc ces 2 rochers qui se juxtaposent et qui sont reliés tous les 2 par une corde sacrée. Voilà, une corde Shimenawa. Donc ça, on le retrouve du côté du sanctuaire Sakurai. Ça a 1 heure en métro et en bus depuis la gare de Hakata vers l'ouest, ou alors on y va en voiture si c'est plus pratique pour vous et si vous avez la location adéquate. Vous pouvez continuer là-bas avec une balade le long du littoral, avec l'air marin vivifiant et ces plages avec des sentiers en bord de falaise. Donc là, encore une fois, un autre Japon, ce que vous ne pourriez pas faire à Kyoto, mais ça paraît évident puisqu'il n'y a pas la mer. Non, il y a la mer à la préfecture de Kyoto, mais pas à Kyoto. De la Bretagne aussi, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Et sinon, dernière chose, et on le rappelle maintenant, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore évoqué, mais c'est assez évident, c'est que Fukuoka, c'est aussi une porte d'entrée vers l'archipel d'Okinawa, vers la préfecture d'Okinawa, puisque en fait, vous avez depuis l'aéroport tous les vols domestiques qui vont vers les îles qui ont un aéroport, donc Naha, sur l'île de Honto, Miyakojima, Ishigaki. Enfin voilà, c'est très facile depuis Fukuoka de visiter Okinawa et de visiter plusieurs petites îles de l'archipel. Donc ça peut être aussi une bonne étape avant de partir dans le côté tropical du Japon. Oui, c'est vrai que cette destination Fukuoka, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu un hub aussi, puisque c'est facile d'accès depuis les grandes villes du Japon, mais aussi facile d'accès, enfin en tout cas c'est le lieu d'arrivée si vous revenez de Okinawa ou si vous voulez aller à Okinawa.
ou si vous voulez aller d'ailleurs côté asiatique, parce que par exemple on pourrait dire qu'on peut inclure Fukuoka dans son séjour en Asie de façon générale, notamment pour rejoindre facilement la Corée du Sud, donc là par avion mais aussi par bateau, Oui. et on peut rejoindre aussi Taïwan qui est très apprécié de plus en plus des touristes étrangers. Ça se fait très bien en combiné depuis Fukuoka. Oui, vous pouvez vraiment penser Fukuoka comme une destination à inclure dans un séjour combiné. Voilà, Corée du Sud ou Taïwan. En fait, on est, je le disais tout à l'heure en géographie, Fukuoka est en face de Busan, qui est une autre grande destination touristique de la Corée du Sud. Donc vraiment, voilà. Et entre les deux, il y a Tsushima, pour tous ceux qui ont apprécié le jeu vidéo. Vous avez aussi, vous pouvez faire un arrêt à l'île de Tsushima. Donc voilà, on sort un peu du Japon polarisé entre Tokyo et Kyoto pour aller vers un Japon plus orienté vers l'Asie. Et donc du coup, vous faites un peu ces triptyques-là, ça fonctionne aussi très bien. Donc ça, tu l'as bien résumé, donc je ne vais pas le redire pour notre conclusion, Marjorie. Le fait que ce soit une porte d'entrée vers l'Asie, mais Fukuoka, dont c'était le sujet aujourd'hui, donc c'est la ville du sud du Japon qui est la capitale vitrine et porte d'entrée de la région plus vaste qui est Kyushu. Donc là, on peut la découvrir en changeant aussi de destination qui sont souvent sur la Golden Route, sur le Honshu, donc sur la ligne ferroviaire où il y a Hiroshima, Osaka, Kyoto, Tokyo, etc. Oui, on continue en fait le Shinkansen et on atterrit à Hakata, Fukuoka. Donc ça, c'est aussi une destination facile d'accès, donc on le disait en Shinkansen, mais aussi en avion. Et on peut compter 2 à 3 jours maximum pour visiter le centre-ville de Fukuoka, c'est suffisant. Et depuis Fukuoka, on peut, si on veut garder son confort d'hôtel, etc., même si c'est confortable aussi ailleurs, mais si vous voulez pas trop vous embêter, faire des excursions à la journée, ou alors des petits sauts de puce, comme on le disait, pour descendre, pour visiter la superbe région de Kyushu. Oui, en fait, depuis Fukuoka, vous pouvez soit explorer la préfecture éponyme, soit aller dans les préfectures voisines, donc ça va être Saga, Kumamoto, essentiellement la ville de Kumamoto, pas la préfecture, ça serait un peu trop loin, et aussi rejoindre Oita, qui est à l'est, et Oita qui est très connu pour ses onsen, si vous voulez faire des onsen. Donc, faut voir aussi comme ça, c'est un véritable intérêt, c'est de rester à Fukuoka aussi pour rayonner autour. Et il y a le train pour ça, toujours pareil, même si ici c'est une région plus montagneuse, c'est bien, vous avez des passes de train dédiées. Pareil, on peut vous renvoyer vers des experts comme Keikaku, que ce soit pour les locations de voitures ou alors les passes, parce qu'il y a plein de passes qui existent. Si vous n'avez pas le pass national, le JR Pass, eh bien il y a d'autres passes qui existent pour visiter soit le nord de Kyushu, soit le sud, soit l'entièreté de cette région. Vous avez le pass régional Kyushu Rail Pass qui peut faire toute l'île, donc ça peut être aussi très sympa si vous pouvez faire un voyage au Japon en vous concentrant uniquement sur Kyushu, ça peut être vraiment sympa. Notamment si c'est pas la première fois où vous allez au Japon, c'est vrai que ça vous changera de Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. Donc ça reste une destination hors des sentiers battus. Vous avez vu qu'il y avait plus de 2 fois moins de visiteurs dans la préfecture que à Kyoto. Donc là, vous ne serez pas embêté par le surtourisme, sauf à certains moments pour les pics de floraison, par exemple des sakura, ou alors certains matsuri peut-être. Oui, voilà, il y a certains matsuri qui sont vraiment très populaires et très connus, que ce soit au niveau national qu'international, donc c'est sûr que vous aurez un peu de monde. Mais globalement, il y a un bon accueil de la population locale. On retrouve une atmosphère un peu du Japon, à taille humaine, un peu plus urbain, mais aussi un peu plus rétro. Enfin, on n'est pas sur quelque chose d'international. C'est vraiment une destination facile à faire en famille, avec des enfants et des jeunes enfants, et aussi en couple, entre amis, c'est totalement possible. C'est une destination qui est tranquille. Voilà, qu'on invite à redécouvrir, même en premier voyage, si vous souhaitez changer un peu de facette des grandes villes. Et puis sinon, en deuxième ou troisième voyage, c'est vraiment intéressant à faire. Donc on va pouvoir s'arrêter là. J'ai encore en tête ta description des stands de Yatai. Marjorie, je te remercie. Ça crépite dans ma tête. Donc merci encore à toutes et tous de nous lire sur kanpai.fr et de nous écouter ici dans ce podcast pour lequel vous êtes toujours un petit peu plus nombreuses et nombreux. On assiste à une belle progression des écoutes de ce podcast pour cette fin d'année. Donc c'était le cas en début d'année et ça s'est poursuivi tout le long. Donc c'est pas fini. Donc, oui, merci beaucoup. Continuez de nous suivre et de nous partager ou de nous liker sur les réseaux sociaux, commenter nos posts, etc. C'est ce qui fait notre meilleure publicité. Je remercie de loin Kelly qui discrètement s'est absentée pour la fin de ce podcast pour vous écrire de beaux articles. Et toi, je te remercie
merci directement Marjorie pour le temps accordé à ce podcast. Merci encore. Merci Charlie. Et on se retrouve à très bientôt pour notre dernier podcast voyage dédié au mois de décembre, parce qu'on a fait le mois de janvier, février, jusqu'au mois de décembre. Oui, on attaque le dernier à la dernière ligne droite. Et après, promis, on change de sujet. Oui, vous verrez ça, il faudra attendre le mois de janvier. Au revoir tout le monde, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.